Moi, c'est Léo Giraud. Je viens pour présenter la proposition de article 3. Ça fait pas très très longtemps que j'ai rejoint l'association, moi. Mais personnellement, je bosse sur le RIC, on va dire, depuis entre 10 et 12 ans par là. Pour les détailler, ça va être compliqué. En fait, notre association, article 3, c'est une proposition de loi qui a été mise sous forme de pétition en ligne et qui vise à instaurer le principe du RIC. Alors, c'est pas juste le principe du RIC, c'est le principe du RIC en toute matière, ce qui est une petite particularité qui n'existait pas avant article 3, où là, l'idée, c'est qu'on ne se fasse pas refuser certaines matières, comme ça peut l'être dans certains pays. Donc, par matière, on entend les types de RIC, mais aussi les sujets qu'on peut aborder. Donc, article 3 ne se prononce pas directement sur les types, mais laisse une ouverture à tout type de RIC. Et donc après, toutes les modalités peuvent être envisagées. Les types de RIC peuvent être donc le constituant, le législatif, le révocatoire, l'abrogatif, mais il pourrait aussi y avoir d'autres types de RIC tels que le dissolutif, le convocatoire, le ratificatoire. Il y a deux types de RIC qui sont directement, explicitement dans notre proposition parce que cela on y tient absolument. C'est donc la matière constitutionnelle et la ratification des traités parce que c'est un petit peu le sommet du droit, donc c'est les choses sur lesquelles il faut absolument qu'on puisse agir, quoi. Je vais continuer. Si vous faites une petite distinction entre le niveau national et local, vous en faites un, nous précisez pourquoi et comment. Nous, on ne se prononce pas là-dessus non plus, sauf que notre proposition a quand même pour but, donc on la place dans l'article 3, et on y parle de souveraineté nationale. Donc il s'agit d'introduire le RIC au niveau national. Maintenant, si on a le RIC national en toute matière, ensuite ce RIC permet de modifier la Constitution à tous les niveaux. Par exemple, si on modifie l'article 72.1 plus la loi organique qui va avec et les lois qui... Voilà, on fait toute la suite logique qui permet d'instaurer un RIC. On peut, avec notre RIC, notre principe de RIC, instaurer toutes les formes de RIC. Donc, on n'est fermé à aucun type de RIC. Ce sera en gros aux citoyens d'en décider par RIC. Alors, pour ce qui est des protocoles, encore une fois, là, article 3 ne se prononce pas. Il y a une chose qui est importante, disons qu'a priori, on peut tout à fait envisager qu'il y ait des différences entre chaque type de RIC, mais nous, pour nous, ce qui compte vraiment, c'est le fait que ce soit modifiable par RIC. Parce que si on met en place un protocole, qui va nous dire qu'il est bon, même si on s'inspire d'un autre pays où ça fonctionne, peut-être que chez nous ça ne marchera pas pareil, etc. Donc vraiment le point important, c'est que par RIC, on puisse modifier les protocoles qu'on aura mis en place dans un premier temps. Et d'ailleurs, que ce soit nous qui les écrivions les premiers, parce qu'on parle beaucoup du écrit par nous-mêmes en ce moment, ou que ce soit seulement les parlementaires, ou que ce soit les parlementaires en collaboration avec des citoyens, dans tous les cas, a priori, il faut qu'on puisse réintervenir sur le protocole et qu'il ne soit pas figé, quoi. Là-dessus, on laisse ouvert à ceux qui écriront la loi organique sur est-ce qu'il doit y avoir révocation, est-ce qu'il ne doit pas y avoir révocation. Nous, notre formulation, donc en toute matière, rend la chose possible. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle est possible que les gens vont le souhaiter. Le révocatoire, c'est l'un de ceux qui posent le plus de questions, notamment parce que par exemple, une révocation à mi-mandat, en gros, dans la plupart des cas, ça donnerait une élection à mi-mandat, donc ça veut dire 2 ans et demi, une élection tous les 2 ans et demi, quoi, ou 3 ans selon les élections. Et donc, nous, on laisse ouvert. Après, il pourrait y avoir des révocations, effectivement, comme vous dites, sur les hauts fonctionnaires, où là, ça peut être un petit peu différent. Par exemple, ceux qui sont nommés. La révocation n'entraîne pas d'élection, du coup ça entraîne une nomination, donc c'est déjà un petit peu différent, ça ne fait pas de campagne électorale. Donc voilà, nous on est ouvert sur tout ça, mais on ne se prononce pas en tant qu'association, on ne va pas dire il le faut pas, c'est aux gens de le voir, quoi.
là aussi, article 3 ne peut pas se prononcer puisque dans sa proposition, il n'y a pas de détails là-dessus. A priori, on se base sur la limite légale. Après, la limite légale peut être bougée. Si on a le RIC en toute matière, la majorité pourrait passer à 16 ans, hein, si les citoyens le décident. Donc, tout ça, c'est quelque chose que, voilà, encore une fois, on laisse les citoyens décider là-dessus au long terme. C'est pas nous, petite association, qui allons dire il faut ci, il faut ça. Mais par contre, pour ce qui est de l'initiative, bah, évidemment qu'il faut qu'elle soit citoyenne, parce que sinon, ce n'est pas un référendum d'initiative citoyenne. Si c'est uniquement des collectifs ou des associations, dans ce cas-là, c'est un référendum d'initiative associative. Donc, il faut absolument que des citoyens puissent le déclencher. Donc là, les sujets, on touche directement à l'expression en toute matière qui concerne donc les types et les sujets. Il y a, en gros, dans notre principe, c'est de n'avoir aucune limitation. Le en toute matière, c'est vraiment pour englober au maximum. Maintenant, il y a une idée derrière ça. Et l'idée, c'est que dans un gouvernement représentatif, un système représentatif, les citoyens délèguent leur pouvoir. Et pour qu'ils puissent déléguer leur pouvoir, il faut qu'ils possèdent ce pouvoir. Donc, les parlementaires à qui on délègue un pouvoir et les gouvernements à qui on délègue un pouvoir, ils ont donc la possibilité de modifier la Constitution, ils ont la possibilité de ratifier des traités. Il y a certains sujets auxquels ils n'ont pas accès, par exemple les secrets défense, les choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment qu'au minimum, on ait tous les pouvoirs que l'on délègue. C'est pas normal dans quelque chose qui veut se qualifier de démocratie que les citoyens délèguent un pouvoir qu'ils n'ont pas, quoi. Alors là aussi, article 3 se prononce pas sur cette modalité, sur aucune modalité. Derrière, il y a trois grands principes sur lesquels on se prononce clairement et qui sont non négociables, mais en fait, toutes les modalités, là, on ne va pas vraiment pouvoir répondre parce que on laisse ça à ceux qui vont écrire la loi organique, parce que pour nous, il ne faut pas tout écrire dans la Constitution. Il est vrai qu'on pourrait y mettre une ou deux modalités, mais la Constitution est un texte qui doit rester court, lisible et simple. Donc, pour nous, c'est dans la loi organique que ça va se décider, donc on ne se prononce pas directement dessus. Après, a priori, pour nous, ça doit être déposé auprès des citoyens. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a certains qui aimeraient qu'il y ait une validation parlementaire au sein du RIC, et nous, non, c'est pas notre truc, quoi. Pour nous, l'initiative doit être citoyenne, le référendum doit être citoyen, et les élus n'ont pas à intervenir dans le processus, quoi. Donc, à part peut-être pour des contrôles de constitutionnalité, parce que pour ce qui est du RIC législatif, le contrôle constitutionnel est quand même nécessaire pour pas qu'il y ait de problème. Donc il pourrait y avoir des juristes qui interviennent. C'est même pas nécessaire de directement passer par le Conseil constitutionnel, parce que les juristes pourraient donner un avis. Après, ça pourrait être validé par le Conseil constitutionnel. Mais une chose importante aussi, c'est qu'au niveau du RIC constituant, a priori, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent. Parce que lui, il est là pour vérifier que ça corresponde à la Constitution. Changer la Constitution, ça se passe de leur accord. Donc, la plupart des processus constituants, normalement, ils n'ont pas à se prononcer. Ils se sont eux-mêmes déclarés incompétents à la question plusieurs fois. Mais au niveau du dépôt, vous privilégierez papier ou numérique ? Là, les modalités, il y a différents avis. L'association ne se prononce pas là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une expérience et on voit des avantages dans les deux cas. Donc, le papier permet d'aller à la rencontre des gens dans la rue, de faire signer. Donc, au final, ça peut marcher pas mal, alors que sur Internet, il faut y aller. Mais en même temps, sur Internet, si le site est bien fait, ça va assez vite. Et donc, il y a des avantages pour les deux. Donc, pourquoi pas les deux, hein, au final ? Ou même les trois, parce qu'il y a d'autres solutions, mais je sais qu'elles ne plaisent pas beaucoup en Suisse. Ils peuvent voter par courrier, mais a priori, il y a des petites magouilles à la poste. Voilà, c'est ce qu'on disait.
pas que le gouvernement ou les parlementaires puissent interférer, bien sûr. Sur les modalités précises, on ne se prononce pas. Disons, pour le vote en lui-même, on est pour une majorité. Et pour ce qui est de réviser la Constitution, une majorité qualifiée. Donc, être sûr que ce ne soit pas 50 plus une voix, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait 49,9% de malheureux. Mais à part ça, il n'y a pas de... Article 3 ne se prononce pas sur le détail, quoi. On a un délai par rapport à notre proposition. On veut que notre proposition soit rendue applicable dans les 6 mois, mais par rapport au processus en lui-même, non, on n'a pas fixé de délai. Le seuil de déclenchement, vous avez pris un avis Alors, article 3, justement, ce choix de ne pas présenter de modalités, c'est parce que l'association existe depuis 2013, quelque chose comme ça. En 93, déjà, aux législatives, tous les partis l'avaient au programme et chacun avec leur seuil. Sachant que une grande majorité de la population, entre 80 et 90% des gens sont favorables au RIC, il serait dommage de les diviser sur un chiffre. Et c'est ce qu'ont fait les partis. Il y en a qui veulent un seuil faible, d'autres qui veulent un seuil fort. Et je rajouterais aussi qu'il ne faut pas se fixer sur les seuils. Les seuils, ce n'est pas la seule méthode. Donc là-dessus, il faut qu'il y ait de la recherche. Et là aussi, c'est important qu'on puisse modifier ça par RIC. Il y aurait aussi la possibilité qu'il y ait plusieurs moyens de déclencher, cumulés. Parce qu'il y a des gens qui ont du réseau et pour qui obtenir des signatures, c'est facile. Il y a des gens qui n'ont pas de réseau, qui connaissent personne, qui sont isolés, mais qui ont de très bonnes idées. Donc ceux-là aussi, il faudrait leur permettre de déclencher. Donc pourquoi pas avoir plusieurs systèmes de déclenchement et pourquoi pas, avec le temps, si on se rend compte qu'il y a un seuil de déclenchement qui n'est pas bon, qu'on puisse le modifier. Ou alors, dans les récoltes de signatures, il y a aussi la possibilité de faire sans seuil. C'est-à-dire, c'est ceux qui obtiennent le plus de signatures qui passent, et puis les autres passeront plus tard si c'est elles qui ont le plus de signatures, quoi. Donc, à mon avis, en tout cas, personnellement, il faut vraiment rester ouvert là-dessus, voire faire des essais. Article 3 fait ça aussi un petit peu, ça fait quelques années. Donc, en parallèle de notre pétition et de la proposition de loi et du travail de lobbying, on fait des tests. Donc, on fait des consultations sur la population et on teste différentes méthodes de déclenchement d'initiatives. Notamment les échantillons tirés au sort ou les bureaux tirés au sort, ce qui permet en fait à moindre coût d'aller interroger 1000 personnes, n'importe quel citoyen isolé peut, en prenant une semaine de son temps, le faire. Et donc, a priori, statistiquement, si on tire au sort 1000 personnes, on a quand même de grandes chances d'être très très près de ce qu'aurait voté l'ensemble. Et évidemment, les coûts et les délais sont moindres. Donc, il s'agirait de tester des modalités pour, avec le temps, même une fois qu'on aura le RIC, on pourra continuer à tester des modalités à petite échelle pour inventer de nouvelles choses plus praticables et moins corruptible aussi peut-être, parce qu'on sait que les lobbies ont plus de facilité de faire des campagnes à échelle nationale, quoi. Alors là, encore une fois, c'est une modalité bien détaillée, sur lequel l'association ne se prononce pas, mais là, je dirais, plus qu'ailleurs encore, il est important que ça puisse être modifié par RIC. Ne serait-ce que parce que pour protéger cette campagne référendaire, admettons qu'il y ait une proposition qui pense avoir tout prévu. En fait, les lobbies et les médias qui ne sont pas trop en la faveur des citoyens, ils vont trouver des systèmes pour contourner ce qu'on a mis en place. Donc, il faudra mettre d'autres sécurités par la suite. Donc, nous, on est ouvert à un système qui, évidemment, permette aux gens d'être correctement informés. Par exemple, quand on fait des tests sur les échantillons tirés au sort, on prévoit une période d'information contradictoire.
Et donc là, c'est assez simple. On prévient l'opposition, on prévient le pouvoir en place de ce qu'on est en train de faire. On leur donne la liste des personnes qu'on a tirées au sort et qu'on va aller consulter. Et on leur dit que s'ils veulent aller leur dire ce qu'ils en pensent et faire une information qui va contre les informations que... Évidemment, on leur donne aussi les informations que nous, on distribue. Et comme ça, il y a une période qui est prévue et donc on ne les fait pas voter tout de suite. Donc l'histoire de la campagne référendaire, à part qu'on est plutôt pour l'idée d'une information contradictoire et complète, voilà, on ne se prononce pas plus que ça, quoi. Dans notre proposition, il n'y a rien là-dessus. Là, évidemment, sur les modalités, l'association ne se prononce pas vraiment et ces modalités devraient pouvoir être modifiées par RIC, évidemment, ou même par référendum si c'est à l'initiative du pouvoir. Mais il y a quand même une idée, c'est que la proposition de loi d'article 3, c'est une modification minimale. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était juste une modification de l'article 3. Il se trouve qu'avec les juristes, on a complété parce que la modification de l'article 3 entraîne d'autres modifications, surtout avec la manière dont nous, on l'a rédigé. Et par contre, donc, vu que c'est une proposition minimale, l'idée est que dans les premiers temps, normalement, à moins que la loi organique mise en place dise le contraire, ce soit fait comme les autres types de votes. C'est-à-dire qu'on ne changerait pas immédiatement le type de vote, mais on se donne le pouvoir de pouvoir le faire, en gros. Après, libre aux citoyens s'ils veulent passer au jugement majoritaire, ou alors s'ils veulent même... par exemple, il y aurait la possibilité de choisir, lorsqu'on fait une proposition, lors de l'initiative, qu'on puisse choisir avec quel type de vote ça va être mis en place, sachant qu'il y a aussi la possibilité de faire des référendums à choix multiples ou des choses comme ça. Donc ça pourrait évoluer avec le temps. Donc on est ouvert là-dessus aussi. Notre proposition ne dit oui à rien, mais ne dit non à rien non plus. Alors, donc là encore, pour la plupart des modalités, l'association ne se prononce pas, il n'y a pas de changement dans notre proposition et on se base vraiment sur le système existant. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur toutes ces modalités-là. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui me passionne, donc je pourrais en parler des heures. Mais pour ce qui est de l'association, il y a juste un point dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je vais le relire en détail. Donc c'est dans notre modification de l'article 89. Il est précisé: l'initiative citoyenne de révision de la Constitution est définitive si elle a obtenu lors de la consultation la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Donc c'est la majorité qualifiée. Dont je parlais tout à l'heure, mais à part ça, donc nous on précise rien du tout, mis à part évidemment que donc se basant sur le système existant, a priori c'est sur un vote à la majorité, quoi. Au moins dans les premiers temps. Maintenant, il est possible que dans la loi organique les choses soient précisées autrement, donc voilà, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans la loi organique. Les citoyens, s'ils sont maîtres de la loi organique par la suite, ils pourront modifier. C'est vraiment ça le plus important, c'est que les choses ne soient pas figées là aussi, quoi. Alors là, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, article 3 ne se prononce pas non plus dans sa proposition là-dessus et ne propose pas de choses spécifiques. Mais donc, il est important, pouvant modifier, le RIC en toute matière pouvant tout modifier, toute chose qui ferait que les citoyens se rendent compte qu'il y a une manipulation quelque part dans le processus, il faudrait qu'on puisse modifier ce processus.
Et ce seront donc les citoyens qui devront réformer. Et comme je disais tout à l'heure, a priori, si on les bloque, ils vont essayer de trouver d'autres systèmes de manipulation, ils vont s'organiser autrement. Donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'on puisse revenir dessus par la suite, parce que ils sont bien organisés et plutôt malins, ces gens-là. Donc, il ne faut pas croire qu'il existe une solution magique qui sera efficace tout de suite pour les empêcher de nuire. Ils essaieront de nuire, ils essaieront de continuer de nuire, parce que tous les lobbies ne sont pas néfastes, hein. Il y a quand même des lobbies qui sont là pour les citoyens et qui veulent un meilleur monde. Donc tout ça, il va falloir qu'on le voit avec le temps. A priori, il va falloir plusieurs révisions pour qu'on ait un système qui soit parfait. Par exemple, en Suisse, ils ont le RIC depuis très très longtemps, mais beaucoup de gens se plaignent qu'il y a beaucoup de corruption au sein du processus et ils ne sont pas revenus sur le processus pour en enlever la corruption. Donc nous, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on lance quelque chose, on regarde ce qui ne marche pas et on fait en sorte que ça marche de mieux en mieux. C'est un petit peu le RIC évolutif, quoi. Alors là, c'est la seule question sur laquelle on avait déjà beaucoup de choses écrites. Donc déjà, on a parlé démocratie et représentativité. Certains diront que démocratie représentative est un oxymore et qu'il ne faut pas parler de ça et que c'est pas du tout une démocratie et que représentative aussi, ça peut se discuter. Donc démocratie, c'est le pouvoir du peuple. A priori, le RIC, c'est le minimum qu'on puisse exiger pour parler de pouvoir du peuple. Si on n'a pas l'initiative des lois, on n'a pas l'initiative de l'abrogation, et tout ce qu'on peut faire, c'est voter en espérant que l'élu tienne ses promesses, sachant que tout mandat impératif est nul, et attendre 5 ou 6 ans pour en élire un autre, en espérant à nouveau qu'il tienne ses promesses. On ne peut pas vraiment qualifier ça de démocratie, quoi. Et puis pour ce qui est de représentative, donc le gouvernement représentatif, il est représentatif d'une minorité de la population. Il y a aux dernières législatives. Donc les députés LREM ont été élus à 22,53. Est-ce vraiment représentatif? Ça peut se discuter. Il y a 60% des Français qui ont refusé de choisir un représentant. Donc en fait, la majorité n'est pas représentée, c'est clair. Et au premier tour, notre cher président a fait 18,19%. Donc la représentativité, ça dépend comment on entend le mot représentativité. Si c'est une représentation de théâtre, effectivement, c'est représentatif. Oui. Après, les effets bénéfiques sont assez nombreux. Dans le sens où, ça c'est quelque chose qui ne ressort pas assez dans les débats, le RIC est avant tout un outil dissuasif. Parce qu'on nous dit, une certaine personne a dit que le RIC, ça tuerait la démocratie représentative. Bon, on a déjà vu que c'est pas vraiment une démocratie et qu'elle n'est pas vraiment représentative. Mais sur quoi se base-t-il pour dire ça, quoi? En Suisse, proportionnellement, ils ont plus de représentants que nous. Et pourtant, ils ont le RIC depuis longtemps. Donc, a priori, c'est que la démocratie représentative peut avoir un RIC, c'est pas du tout un problème. Et dans un système dit représentatif, il faudrait qu'il soit réellement représentatif et il faudrait qu'ils commencent à tenir leurs promesses. Alors, même si on ne met pas en place un mandat impératif, le fait de savoir que les citoyens peuvent abroger une loi, du coup, ils vont y réfléchir à 2 fois avant de faire une mauvaise loi et de surtout faire des lois qui vont contre l'intérêt général. Parce que ce qui soulève de l'émotion chez les gens et qui font qu'ils ne se sentent pas écoutés, voire même trahis, c'est parce qu'il y a beaucoup de lois, de décisions et même des articles constitutionnels qui ne vont pas dans leur sens, quoi. Donc il s'agit d'avoir un pouvoir dissuasif sur les élus, c'est ça le plus important. Et donc ça permettra la garantie est à 100% du respect des promesses, en tout cas celles qu'on souhaite qu'ils mettent en place, parce que les élus sont élus avec un programme, et dans le programme, c'est
c'est un package, quoi. Et dans ce pack, on n'est pas forcément d'accord avec tout. Donc, si les choses avec lesquelles la majorité n'était pas d'accord, ils ne les font pas, bon, bah, c'est pas grave. Par contre, s'il y a des choses que la population voulait vraiment et qu'ils ne les font pas, eh ben, on va le faire à leur place. Et s'ils font des choses qui n'étaient pas prévues ou qui étaient prévues mais qu'on ne veut pas, eh ben, on les abrogera. Donc du coup, il y a aussi cette idée de concertation. Les élus vont être amenés à chercher l'intérêt général pour ne pas se faire contredire par la population. Donc, ils vont probablement se concerter avec les organisations professionnelles, avec les associations, avec les syndicats. Et du coup, on sortira du simple rapport de force où, en gros, ils écoutent, mais ils n'entendent pas, ou en tout cas, ils ne mettent pas en application les revendications associatives, syndicales, etc. Et donc, voilà, ça changera le rapport de force et ça les forcera à une concertation, ce qui, à mon avis, pourrait faire du bien. La stabilité juridique aussi. On a entendu dernièrement, soi-disant, que le RIC, ce serait l'instabilité. Sauf qu'on est dans un système, ou en tout cas on sort d'un système où pendant des années, il y a eu l'alternance du gouvernement et des majorités. Et donc en fait, on a un système de gauche-droite où ils viennent annuler ce qu'a fait le précédent. Et donc là, la stabilité juridique, il n'y a rien du tout. Parce qu'en fait, les entreprises et tous les gens qui ont besoin de cette stabilité juridique, ils se basent sur quelque chose qui peut-être dans 5 ans n'existera plus. Et donc, avec le RIC, ce serait différent parce qu'il y aurait une légitimité des décisions. C'est-à-dire que si la décision a été prise par RIC, bah, elle est légitime. Donc pourquoi est-ce que le suivant irait la remettre en cause? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de remettre en cause ce qu'a fait le précédent. Il suffit de dire il est pas de notre camp, on n'était pas d'accord, maintenant c'est nous qui sommes élus, c'est nous qui sommes légitimes, donc on enlève ce qu'il vient de faire. Alors que les citoyens, eux, ils donneraient une légitimité et donc les lois auraient tendance, on va dire, à rester plus dans le temps parce qu'ils n'oseraient pas les remettre en question, parce que sinon les citoyens réinterviendraient assez vite, quoi. Et pour celles qui ne sont pas abrogées, c'est-à-dire si un gouvernement met en place des lois et que les citoyens ne lancent pas d'abrogation sur ce qui vient d'être mis en place, pourquoi est-ce que le suivant irait abroger au nom du peuple alors que le peuple a prouvé qu'il ne voulait pas abroger? Donc ça donnerait une légitimité, que ce soit par l'initiative citoyenne ou par la non-abrogation, en fait. Et il y a 2 points encore. Le gaspillage d'argent public. Alors ça, c'est un truc... en gros, on ne sait pas exactement pourquoi, mais les élus et les gens en place de pouvoir ont tendance à mettre en place des gros projets. Alors, est-ce que c'est pour laisser leur nom dans l'histoire? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour faire plaisir à des copains? Ce genre de gros projet, ça coûte très cher et c'est toujours les citoyens qui payent. Et si nous, on avait la main sur ces choses-là, évidemment que le gaspillage, on ne le laisserait plus faire, alors que eux, vu que c'est pas leur argent, ils ont des facilités à gaspiller, quoi. Et ça rejoint la question de la corruption. Donc évidemment, aujourd'hui, la corruption, elle est facile parce que si on veut mettre en place un projet, il suffit de donner des avantages à un certain groupe de personnes au pouvoir ou quoi, alors que pour faire accepter ça à la totalité de la population, il faudrait donner des avantages à la totalité de la population. Moi, dans ce cas-là, peut-être qu'on peut négocier, mais voilà, ça va être plus difficile pour les groupes d'intérêt, en tout cas, une fois qu'il y aura le RIC, quoi. Alors, sur la question de valeur et vertu, a priori, le RIC est un outil, on dit comme un marteau ou un couteau, il est ce qu'on en fera. Il n'a pas de valeur et de vertu intrinsèque. C'est un outil, il peut être utilisé en bien et en mal, mais il a quelque chose de très particulier, on pourrait potentiellement appeler ça une vertu. C'est que c'est un système de démocratie directe, c'est un outil de démocratie directe, généralement conçu pour des systèmes représentatifs, pour en gros contrôler les élus, mais il est de démocratie directe. C'est-à-dire que, par exemple,
dans les systèmes comme les assemblées tirées au sort, il n'y a que les assemblées tirées au sort qui vont s'interroger, alors que le RIC donne l'initiative à tout le monde et le pouvoir de décision à tout le monde. Donc en fait, tout le monde va s'interroger sur des nouvelles questions, donc ça va changer l'influence, elle se porte sur la connaissance, sur l'information des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens vont tous, en tout cas tous ceux qui sont intéressés par les initiatives et le fait de décider, vont s'interroger et approfondir les questions. Donc en fait, avec le RIC, la population devient de plus en plus connaisseuse. Par exemple, il y a une chose assez rigolote. Sur les traités européens, l'une des populations qui s'y connaît le plus, c'est la Suisse. C'est marrant parce que ça ne les concerne même pas. Mais vu qu'ils ont le RIC, ce sont des gens plus politisés que la moyenne et donc ils apprennent au fur et à mesure, quoi. Leurs connaissances ne font que grandir et leur intérêt aussi, parce que lorsqu'on n'a pas le pouvoir de décider, pourquoi est-ce qu'on irait s'intéresser à quelque chose alors que de toute façon on ne demandera pas notre avis, il n'y a rien qui nous y pousse. Avec le RIC, ça va changer vraiment. Les citoyens politisés vont se faire des idées de plus en plus précises sur les choses et ça va améliorer le débat public, très probablement, quoi. Alors, les pièges à éviter. Je vais recommencer par la proposition en tant que telle, la proposition initiale, parce que j'en ai pas parlé pour l'instant. Donc, le début de la proposition de l'article 3, c'est donc de modifier l'article 3 pour y introduire l'initiative citoyenne du référendum. Donc, il s'agit de modifier la fin de la phrase qui dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Et notre proposition, elle vise à ajouter d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. Et donc, ici, on a un petit peu ce qui fait partie des pièges à éviter. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait que donc, c'est introduire le principe du RIC dans l'article 3 et qu'il n'y a pas de modalité. Donc, pour ce qui est des modalités, les pièges à éviter, évidemment, je parle depuis tout à l'heure qu'il faut que par RIC, on puisse modifier les choses par la suite. Si le RIC n'est pas déclenchable, si les modalités ne sont pas raisonnables, on ne pourra rien modifier du tout. Donc le premier piège à éviter, c'est d'accepter un RIC dont les modalités de déclenchement sont insuffisantes. Ça, il faut le refuser, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas considérer comme une victoire un très mauvais RIC. Si on a un RIC qui est moyen, on pourra le modifier par la suite, aucun problème. Par contre, si le RIC est indéclenchable, là on est coincé. Donc il faudra considérer que en fait, c'est une arnaque et qu'on ne nous a pas donné le RIC. Après, donc il y a les 3 points non négociables, il y en a 2 qui sont dans la proposition. Donc le premier, c'est qu'il doit être en toute matière. Donc ça, c'est le premier piège à éviter, c'est qu'on ne puisse pas tout modifier. Par exemple, le pouvoir a une tendance à mettre les choses, c'est la mécanique des fluides, en fait, à mettre les choses là où ça va pas pouvoir bouger. C'est une espèce de... Il va y avoir un gonflement. Par exemple, si on ne peut pas modifier les lois organiques, eh ben, les choses qui vont se faire contre le peuple, ils ne vont pas les mettre dans la Constitution. Ils vont les mettre dans les lois organiques pour que le peuple ne puisse pas modifier ce qui va contre lui. Donc il faut vraiment qu'on ait la possibilité de modifier partout. Et pareil, si on ne peut pas modifier la Constitution, ils vont tout mettre dans la Constitution. On va se retrouver avec une Constitution à rallonge, on aura le RIC législatif, mais on ne pourra pas modifier la Constitution et les lois devant obéir à la Constitution, en fait, on sera coincé sur toute la ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Surtout que la Constitution, sur les 24 dernières modifications, il y en a eu 24 dans la Ve République, 22 fois ça a été fait par le Congrès. Alors que normalement, il y a un référendum automatique, mais il y a ce fameux alinéa du toutefois, si le président le décide, il peut passer par le Congrès. Et donc, c'est ce qu'ils font à chaque fois, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que ce soit à nous de décider, ou ils nous estiment incapables au choix. Donc ça, c'est le premier point, il faut qu'ils soient en toute matière. Ensuite, modifiable que par voie référendaire. Donc là, c'est pour l'article 3.
disons que les lois soient modifiables, que toutes les lois soient votées par les citoyens, ou alors le référendum obligatoire sur les modifications de la Constitution, là, il pourrait y avoir des gens qui soient potentiellement contre, pour, voilà, le peuple pourrait être assez divisé sur la question. Par contre, l'article 3, lui, doit absolument être protégé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'en un claquement de doigts, les parlementaires puissent supprimer la chose qu'on a mis des années, voire des siècles, à obtenir. Donc ça, c'est le deuxième point important. L'article 3 doit être protégé et donc seul un référendum doit pouvoir le modifier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le modifier, mais il faut que ça passe par référendum, quoi. Ensuite, le RIC doit être rendu applicable dans les 6 mois. Alors ça, c'est un piège de temporalité, parce que donc notre idée, c'est que s'il n'a pas été rendu applicable, parce qu'il faut leur mettre la pression un petit peu, l'Assemblée nationale soit dissoute, si au bout de 6 mois, il n'a pas été applicable. Parce que dans le cas du référendum d'initiative parlementaire, que les gens ont tendance à appeler partagé, il a fallu 6 ans et demi pour qu'il soit rendu applicable, et il a fallu, je ne sais pas, 11 ans pour qu'il soit déclenché. Donc l'idée, c'est que si on se bat pour avoir le RIC, c'est pour l'avoir rapidement, qu'il soit applicable rapidement, sachant qu'en plus, le référendum d'initiative parlementaire de l'article 11 est une procédure inefficace. Donc si pour une procédure inefficace, ils ont mis 6 ans et demi, autant dire que pour une procédure qui donne réellement le pouvoir aux citoyens, ils pourraient mettre 6 siècles. S'il n'y a pas de blocage temporel de quelque chose qui leur est imposé. Donc dans notre proposition, on a rajouté dans un article à la fin, c'est où donc c'est l'article 4 de notre proposition. Donc si les articles de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur dans les modalités fixées par l'article 3 dans les 6 mois suivant la promulgation de cette loi constitutionnelle ou la dernière dissolution de l'Assemblée nationale est dissoute. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. Donc là, c'est-à-dire que ce sera à répétition. S'ils ne veulent pas le mettre en place, qu'ils sautent et au suivant de la mettre en place jusqu'à ce que ce soit mis en place, quoi. L'idée, c'est de ne pas se faire avoir, parce qu'évidemment, s'ils attendent 50 ans pour mettre les lois organiques et qu'ensuite, pour que ce soit réellement rendu applicable, ils mettent 50 ans de plus, en fait, nous, on ne l'aura pas obtenu, le RIC. C'est les générations d'après qui l'obtiennent. Et donc, si on le veut maintenant, avant qu'il soit trop tard, parce que la situation se dégrade au point de vue de certains. Donc voilà, ça c'est les 3 points. Le RIC en toute matière, l'article 3 modifiable uniquement par voie référendaire et applicable dans les 6 mois, faute de quoi dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, pour ce qui est de la stratégie, donc notre proposition en soi, c'est une stratégie. Qu'on pourrait appeler la stratégie du pied dans la porte, c'est d'obtenir le principe et qu'on ne puisse pas nous le retirer. Donc ça, c'est la grande ligne de notre stratégie. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dans les modalités, c'est parce qu'on veut quelque chose qui rassemble le plus de gens possible. Sur le principe du RIC, tout le monde est d'accord quasiment, donc il s'agit d'obtenir le RIC. Ensuite, une fois qu'il est là et qu'ils ne peuvent plus nous l'enlever et qu'on a la possibilité de le modifier, il est protégé, notre RIC, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le mettre en place et le protéger. Parce que si on commence à vendre des propositions trop détaillées, plus il y a de détails dans les modalités et plus ça donne des arguments à l'adversaire pour dire qu'il n'est pas d'accord. Par exemple, déjà sur le RIC en toute matière, il y a quelques éléments, c'est une toute petite modalité le fait de dire en toute matière, mais il y a déjà quelques éléments qui font crier là-haut. Donc, moins il y a de modalités et plus on aura de soutien de la population en tout cas. Après, pour ce qui est de la stratégie, donc ça a un petit peu évolué ces derniers temps. Donc l'association existe depuis 2013 et ne voulant pas diviser sur les modalités, n'en a pas proposé. Et parti du principe, alors ça c'est pas dans la proposition de loi, hein, donc
c'est variable, mais c'est dans l'argumentaire qui a été fourni à partir de 2013. Je vais se ressortir d'ailleurs. Donc les modalités d'application ne sont volontairement pas précisées afin de ne pas affaiblir le soutien massif de nos citoyens au principe du référendum d'initiative citoyenne. Et donc à l'époque, on disait qu'il appartiendrait aux parlementaires d'en préciser les modalités dans une loi organique, le peuple pouvant revenir sur ces modalités s'il les jugeait inadéquates. Alors maintenant, les choses ont un peu changé. À l'époque, très peu de gens militaient pour le RIC. Notre pétition, qui fait aussi partie de notre stratégie, même si c'est plus une pétition de principe, hein, elle avait quand même assez peu de soutien. Et là, dernièrement, il y a eu un engouement pour le RIC. Donc ça change les choses. Déjà, aujourd'hui, quand on dit RIC, les gens, souvent, en tout cas les gens politisés, savent de quoi on parle. Il y a encore 2 ans, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, l'expression RIC, elle est en gros née l'année dernière, hein, même si c'est une expression d'Yvan Bachot qui date d'il y a quelques années. L'expression la plus employée jusqu'à présent était référendum d'initiative populaire. À cause du référendum dit partagé, du coup RIP, voilà, ça faisait le même acronyme, et donc du coup c'est RIC qui a gagné. Et donc maintenant, le RIC, les gens savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est, ils commencent à s'y intéresser, et ils font des propositions qui sont peut-être plus intéressantes que celles qui ont été faites par les partis. Donc là, nous, on ne se prononce pas sur cette stratégie. On dit que les modalités doivent être dans une loi organique. Évidemment, ça c'est une stratégie légaliste, on va dire. Ça doit être voté par le Parlement, les modalités. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, le législateur, c'est pas nous. Donc avant que nous, on soit législateur et qu'on ait les moyens, donc qu'un RIC soit mis en application, on n'a pas la possibilité de modifier la loi organique. Donc il va falloir qu'elle soit votée par le Parlement. Et donc essayons de discuter avec le Parlement ou de donner pleine légitimité à une proposition. Mais de toute façon, si on est sur une stratégie légaliste, il faudra bien que ce soit voté par le Parlement. Tout ce que je pourrais rajouter, c'est que pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, il y a le site article3.fr avec la pétition qui est en ligne. Donc on invite tout le monde à la signer et à la faire signer. Actuellement, je pense qu'elle doit avoir autour de 300 000 signatures, mais pour qu'elle ait un gros impact, en fait, il en faudrait des millions, vu qu'il n'y a pas de droit de pétition en France. Donc signez la pétition, signez toutes les pétitions sur lesquelles vous tombez d'ailleurs, parce que à partir du moment où le contenu est intéressant, on n'est pas là pour faire de la concurrence de pétitions, hein, on est là pour prouver qu'il y a un gros soutien de la population et qu'ils sont déterminés. Donc voilà, signez la pétition, article3.fr.